On allait, taxi n'avait volé, on allait, on allait, on allait, on allait, on allait, taxi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons chaque semaine pour des commentaires sur l'actualité et un travail de déconstruction. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une actualité qui nous concerne en même temps que le monde, puisqu'il s'agit du festival alimentaire, je vais expliquer, et qui va nous mener à cette déconstruction concernant la perception que nous avons de l'agriculture, des cultivateurs, des agriculteurs, des paysans, comme on dit. Donc voilà les thèmes que j'ai retenus. Alors pourquoi le festival alimentaire? Parce que déjà, les médias n'en parlent pas, ne font pas de compte-rendu, ne font pas de tournée pour montrer comment ça se passe sur le terrain, alors que c'est un festival qui est à l'échelle mondiale et qui est fondamental parce qu'il pose la question de l'agriculture durable et de l'alimentation. Depuis 2007, il existe et les organisateurs recensent les films, les témoignages, les documentaires du monde entier qui posent les problématiques de l'agriculture et du développement durable. Ça veut dire que vous aurez, par exemple, une expérience de coopérative en Afrique, enfin bref, tout ce qui concerne la réflexion sur la bonne alimentation et une agriculture durable. Et en principe, c'est chaque fois au mois de novembre, pendant tout le mois, les organisateurs mettent à disposition de tous ceux qui le veulent, toutes les associations qui le veulent dans le monde, une série de films et de documentaires qu'on peut obtenir et projeter pour asseoir des débats entre les gens qui veulent changer le monde. Donc c'est quelque chose de fondamental. C'est pour ça que je dis que j'ai voulu en parler parce que beaucoup de gens ne savent pas que ça existe et ce que c'est. En Martinique, depuis une dizaine d'années, il y a un petit groupe de militants qui organisent des événements autour de projections de films. Alors, je veux quand même citer des gens que vous connaissez certainement, Olivier Carême et Corinne Dubousquet, qui sont un peu à la manœuvre, qui cherchent des associations, qui sont volontaires pour projeter, qui cherchent des lieux, et donc qui organisent cela. Alors, beaucoup d'activités ont été faites, mais je m'arrête rapidement sur 5 des activités auxquelles cette équipe-là a particulièrement participé. Alors, il y a eu une première projection qui a été faite à l'initiative de Radio Apal Jikambout en liaison avec le collectif des ouvriers agricoles. Ça s'est déroulé dans le siège de Jikambout, à Ducos, où on a projeté le film sur Chlordécone, l'héritage empoisonné, qui rappelle ce que nous savons plus ou moins globalement aujourd'hui, de quelles conditions on a imposé illégalement, inhumainement, l'usage de ces produits, avec les conséquences que nous savons, 92% de la population impactée, etc. Donc il y a eu cette projection suivie d'un débat, et chaque fois il y a des experts, des personnes compétentes, donc médecins, sociologues, agriculteurs, qui discutent et qui tirent les leçons du film. Ça a été l'une des premières projections qui s'est tenue le mercredi 29 octobre. Ensuite, il y a eu une projection co-organisée par la ville de Ducos et l'association ACOMA. C'est une organisation qui travaille justement dans le domaine du développement durable. Ça s'est passé le 14 novembre et le titre du documentaire, il est très explicite. On mange quoi? Des idées pour mieux manger demain. Et dans ce film, on montre toutes les conséquences de la consommation d'aliments qui sont préfabriqués, transformés, qui sont générés avec des produits phytosanitaires, des engrais, etc., les conséquences sur la santé, et qui donnent des alternatives. Comment s'organiser
pour manger sainement. Donc, il y a eu ce film, je rappelle, une association entre la ville de Ducos et la Coma. Ensuite, nous avons une projection qui a été faite en association entre la ville de Rivière-Pilote et l'administration alternative populaire. Alors là, c'était un thème qui concernait la vie même des paysans. Comment produire pour vivre de ce travail et aider la population à se nourrir sainement. C'est leur chant du cœur, chant CHAMPS, et qui montre des paysans qui ont choisi de produire alternativement sans entrants dangereux, avec des semences locales, etc. Comme je dis, chaque fois, c'est suivi de débats avec des experts, des gens du secteur qui connaissent, et puis, bien entendu, le public qui est là. Alors, à cette occasion, le maire de la commune Rivière-Pilote, Jean-François Bonol, a expliqué les initiatives qui sont prises dans sa commune pour justement impulser une agriculture alternative et tout. Et puis, il y a des agriculteurs, des paysans qui ont montré les difficultés qu'ils rencontrent pour pouvoir survivre. Ensuite, enfin, nous avons une autre projection qui a été organisée en association entre la ville de Saint-Esprit et l'entreprise Beljardin, qui organise des jardins éducatifs, des jardins thérapeutiques, qui collaborent avec des collectivités pour impulser des dynamiques alternatives en matière agricole, qui s'est déroulée, cette projection, le 22 novembre 2025. Et puis, là, on a parlé des semences, Seed of Dignity, c'est-à-dire les semences de la dignité, qui posent un problème fondamental, c'est la disparition de toutes les semences naturelles, vernaculaires, qui ont été remplacées par des semences créées génétiquement ou bien transformées par l'usage de produits dits phytosanitaires, et avec toutes les conséquences que c'est. Et l'importance pour la survie de l'humanité de redécouvrir les semences vernaculaires, de les stocker et de les divulguer. Donc ça, c'était au Saint-Esprit. Et la dernière projection, ça a été ce même film-là qui a été projeté en association avec Ethiopian World Federation, donc l'association qui regroupe essentiellement des Rastas, et les organisations Beljardin dont nous avons parlé et Akoma. Alors, chaque fois, il y a eu des débats extraordinaires et les gens découvraient des choses qu'on ne peut pas soupçonner. Nous savons, il faut bien manger, il y a des pesticides, mais comprendre les mécanismes, voir comment on peut s'en sortir, ça a été toute la richesse des débats. Première remarque que je veux faire, c'est noter les différents intervenants qui ont organisé ces projections. Des collectivités, des associations d'agriculteurs, des associations comme les Ethiopian World Federation, Radio Apal Jikambout. Ça veut dire que vous avez des acteurs très différents, mais qui ont en commun la volonté de porter des solutions concrètes. Et ça nous pose déjà la question de l'unité du peuple martiniquais pour transformer les choses. C'est-à-dire que y a des gens qui prennent prétexte de différences politiciennes pour ne pas travailler avec un tel, oui, ça va servir un tel candidat. Et on voit qu'évidemment, quand on est divisé, on ne peut pas avoir un plan global, on ne peut pas changer les choses. Le fait de refuser que des divergences politiciennes, t'as de droite, t'as de gauche, t'as de centre, etc., qui ne veulent rien dire du point de vue de la politique martiniquaise, c'est un moyen d'empêcher les Martiniquais d'avancer. Si nous voulons changer la Martinique, construire une alternative, la première chose à faire, c'est de comprendre qu'il faut travailler avec tout le monde. Alors, je parlais de municipalité, parce qu'il y a un
une confusion totale sur la question des élections, des institutions, en ce qui concerne la stratégie que nous devons adopter pour libérer notre pays. Par exemple, certaines personnes disent « faut pas nous mélanger, puis les élus, ils sont tous pourris, corrompus, etc. » Ce qui est une hérésie totale. Parce qu'il y a des élus bandits, comme il y a des entrepreneurs bandits, comme il y a des enseignants inconséquents, comme il y a des prêtres, etc. Mais ça ne nous autorise pas à dire que tout le groupe social dont on parle est corrompu. Je suis fatigué de le dire, qu'il y a énormément de gens qui sont élus dans des conseils municipaux, qui sont des gens qui travaillent dans des associations sportives, culturelles et qui sont tout à fait honnêtes. Et dire cela, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord pour que des élus fassent des bêtises. Mais il y a une confusion dans l'esprit des gens, d'abord, syndrome de Lynch, division, etc., entre la fonction décidée dans le cadre de la Constitution et puis les êtres humains, quelle que soit leur idéologie, leur choix politique. Il y en a qui sont honnêtes, qui aiment leur pays, qui sont prêts à faire des choses avancées. Et puis il y en a qui servent l'ennemi. Il y en a dans tous les courants politiques. Vous avez des gens qui sont indépendantistes, soi-disant ils aiment le peuple, le pays, etc., mais qui dans leur vie quotidienne sabotent le travail politique de libération, ont des comportements absolument scandaleux dans les rapports avec la population. Et puis il y a beaucoup d'indépendantistes courageux qui se sacrifient pour le peuple. Il y a des gens qui sont en religion, qui sont plus révolutionnaires, je le dis souvent, que beaucoup de bajoleurs, parce qu'ils vont aider ceux qui sont dans la souffrance. Et ils le font sincèrement. Ils changent la vie de cette personne-là. Donc, cette synergie dont nous avons besoin pour libérer le pays, vivre mieux, eh bien, elle doit s'appliquer aussi dans le domaine de l'agriculture. Je reviens sur le domaine en particulier. Je veux terminer sur cette question de synergie pour dire que là aussi, il y a des gens qui sont plus révolutionnaires que tout le monde réuni et qui disent il ne faut pas collaborer avec des institutions. Il y a la Chambre d'agriculture, on sait qu'elle ne mène pas une bonne politique, mais elle a un certain nombre de compétences limitées, mal utilisées, mais dont les agriculteurs ne peuvent pas se passer à 100%. Il y a des CCAS qui, certains disent, qui entretiennent comment dirais-je, la cistane, etc. Mais les CCAS aident des gens qui sont dans le besoin. Donc la structure, même si elle est inventée, contrôlée, instrumentalisée par le pouvoir colonial, c'est vrai, mais elle est là et les gens sont obligés de passer par là dans le système actuel. Donc les gens qui veulent transformer le monde doivent tenir compte de cette réalité-là pour dire comment utiliser, comment prendre des précautions pour que ce ne soit pas détourné, mais on ne peut pas dire, bon, moi, pas travailler, puis ça, etc. C'est la synergie dont nous avons besoin doit nous faire dépasser les clivages, les positions arbitraires. Donc, ce qui est important, c'est qu'on travaille ensemble. Il nous faut résoudre sereinement, dans le dialogue, dans la tolérance, dans la bienveillance, les contradictions qui peuvent exister entre les différents courants de pensée qui aiment la Martinique, entre les différentes structures qui interviennent dans le champ martiniquais. Donc c'est ça pour dire que la synergie qui s'est manifestée dans les projections du festival alimentaire, c'est quelque chose d'indispensable. Mais je disais, particulièrement dans le domaine agricole. Et dans les films qui ont été projetés et discutés, ressort cette idée que l'agriculture en tant que telle, dans l'esprit de beaucoup de gens, est devenue une
spéculation. Il faut que mon exploitation agricole soit rentable. Il faut que je conquière le marché, que j'arrive à vivre, vendre au supermarché, que j'augmente ma production, etc. Donc, l'agriculture n'est plus dans l'esprit des gens une activité humaine fondamentale pour le développement des sociétés, de la vie, de l'individu, des groupes. On n'arrive pas à imaginer que rien au monde ne serait possible s'il n'y avait pas production de produits d'agriculture, production agricole. Si personne ne peut manger, personne ne peut pas travailler. Personne ne peut pas faire rien. Mais dans notre esprit, comme c'est sorti, on a fait en sorte que l'agriculture ne soit pas perçue comme quelque chose de fondamental. On regarde la commercialisation, on regarde tout ce qu'on veut, mais on ne pense pas à cette dimension-là. Tout être humain, tout pays, toute famille qui veut vivre bien doit dire comment je vais régler la question de l'agriculture et de l'alimentation conséquente pour que j'en ai à ma disposition, mais que j'ai des produits qui me permettent d'être en bonne santé, qui ne me tuent pas. Donc, l'esprit ne va pas s'arrêter sur rentabilité, etc. La réflexion va porter sur le fait que comment faire en sorte qu'il y ait à notre disposition régulièrement des produits sains et des produits qui nous nourrissent valablement. C'est ça le problème. Après viennent les questions d'organisation sociale. Mais comme dans notre esprit, on a fait cette coupure-là, on ne donne pas de valeur aux paysans, aux cultivateurs, à la marchande qui prend le produit et qui va sur le marché. Ça, c'est au bas de l'échelle. C'est des gens, bon, à la limite, on les méprise. Le travail de la terre, non, c'est méprisé. Alors que c'est ce qui devrait être encensé, c'est la base de l'humanité. Donc, dans les écoles, on devrait apprendre aux enfants depuis tout petit, respecter ces moutons-là. C'est eux, d'eux que dépend tout. Ça montre le travail que nous aurons à faire en matière d'éducation à ce niveau-là. Je veux revenir sur une petite parenthèse. Les gens nous ont dit, certains ont dit ça dans les débats, que, mais oui, mais les parents, nous, tu as dit, mon palais était en la terre. Les enseignants disaient à leurs élèves, ah, si vous ne travaillez pas, vous irez sous la canne, vous irez sur cette terre, vous n'irez pas à l'université. Donc, méprisez ça. Mais le papa qui disait ça, l'agriculteur qui disait ça à ses enfants, il aimait la terre. Il la choyait. Il prenait son temps de produire de bons légumes. Il était fier. Il savait la valeur. Pourquoi disait-il ça? Parce que nous sommes dans un pays colonisé, semi-esclavagiste, où celui qui est de la terre voit de la misère. Il n'est pas payé. Son travail n'est pas reconnu. Le parent veut que son enfant vive bien, n'ait pas les mêmes douleurs, les mêmes humiliations qu'il a subies. Donc il lui dit pas, mon palais au vignon de la terre, aïe travaille pour que vous payiez un diplôme, ou payiez l'argent pour vivre bien. C'est ça. C'est pas pour dénigrer l'agriculture, c'est pour sauver ses enfants qu'il dit ça. Mais maintenant, il faut renverser le mode de pensée pour dire la terre, c'est un bel bagaille. C'est papa moins qui nourrit 14, maman moins qui nourrit 14 yish. Et puis la tête à là qui fait qu'aujourd'hui, il y a moins ingénieur. Donc, on a ce regard-là à changer et un travail à faire dans l'éducation, dans les pièces de théâtre, dans les chansons, pour revaloriser, pour donner à ceux qui fournissent l'alimentation humaine la place qu'ils méritent dans la société.
Cela a été envisagé dans les films en partie. Et puis, il y a d'autres leçons que nous devons tirer. Cela a été bien dit. Il y a des paysans, c'est des Français qui disent « Je n'ai pas de vacances, je travaille jour et nuit, j'aime mon métier, j'adore ça, j'adore être avec mon bétail, etc. Mais je suis endetté, je ne peux pas payer, parce que plus je travaille, plus je suis exploité. » Alors ça pose le système, la question du système, qui est organisé pour piller les richesses de ceux qui travaillent. Comme ils le font dans les usines, ils le font pour la paysannerie. Ça veut dire que vous êtes paysan, l'essentiel de vos récoltes doivent servir à payer les fertilisants. Parce qu'on vous a dit que si vous n'avez pas de fertilisants, vous n'aurez pas de résultat. Doit payer le prêt bancaire pour acheter l'appareil, la machine sur laquelle vous ne pouvez pas travailler, le tracteur. Là maintenant, il y a faire publicité, il faut des drones pour ceci, cela. Et puis on vous montre un petit planteur avec son drone. Combien de drones qu'a coûté? Est-ce que tous les petits agriculteurs vont pouvoir acheter des drones? Donc, l'agriculteur est conditionné pour acheter. Mais même quand il a fait ça, il s'est endetté. Il a produit une belle quantité de tomates, de concombres, etc. Eh bien, il faut qu'il aille dans les grandes surfaces, qu'il leur donne 20 centimes. Enfin, alors que son travail, les dépenses qu'il a faites pour produire, valent 80 centimes pour ce qu'il va donner à 20 centimes. Et puis le bonhomme vend ça 2 euros, 3 euros dans le magasin. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui disait que c'est 7%. C'est Corinne qui disait que 7% du prix de vente du produit retourne entre les mains des agriculteurs. Donc, c'est le deuxième élément que les films nous ont enseigné, c'est que le système fait en sorte que tout travaille, puis endetté. Il y a des milliers de paysans qui se suicident, qui abandonnent, etc. et qui disent à leurs enfants, comme nos parents nous disaient, j'aime la terre, c'est un beau métier, mais ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et les jeunes qui sont informés, qui voient la vie des paysans, ils disent, ah non, on ne va pas aller à ça, même si j'aime la terre. Encore qu'il y a une prise de conscience, c'est qu'il y en a qui, malgré les difficultés, retournent. On a eu de belles illustrations dans les films en question. Donc, il y a la conception du système. Et l'impact sur l'intelligence et la compréhension, les projets de ceux qui se lancent dans l'aventure. Parce que celui qui dit, je vais essayer d'augmenter ma production pour avoir plus de produits, Olivier l'expliquait très bien, ne sait pas que ce n'est pas comme ça que ça marche dans les prix. Parce qu'il y a les intermédiaires. Et que vous pouvez vendre peu de produits, mais s'ils sont de qualité, s'ils sont attendus par la clientèle, vous permettent de faire plus de rentrées que les masses que vous envoyez dans le système. Donc, il faut déjà que la tendance existe, bien sûr, que les paysans disent, bon, je me passe des intermédiaires, je me débarrasse des produits qui ne sont pas valables, qui ne sont pas sains, et donc je privilégie mon devoir de nourrir sainement le peuple. Commencez par me nourrir. Alors c'est là qu'on arrive à la qualité des produits et du prix. Parce que souvent, très souvent, on entend des chers, ah ouais, il y a l'agriculture locale, mais en kilo, il y a 8 euros, est-ce que vous comprenez? Et puis ça m'a peut acheter du riz, etc. Pâtes. C'est un calcul à long terme. À court terme, pardon, au contraire. Pourquoi? Parce que quand j'achète un légume payé, adapté à mon environnement, sain, qui n'a pas de produits chimiques, etc., eh bien, j'ai payé 8 euros, mais je ne suis pas malade. Quand j'achète les tomates
et dans le supermarché moins cher, etc., je mange, il n'y a pas de valeur nutritive, je n'ai pas retenu le pourcentage, ça n'a pas qu'à nourrir moins. Bout de moins peuplé, mais non seulement pas qu'à nourrir moins, qu'à bas moins malade. Parce qu'il y a des conservateurs, il y a toutes sortes de produits qu'on a mis pour les faire grandir très vite. Et quelqu'un disait dans les débats, réfléchissez. Vous mangez un fruit qui vient d'Espagne. Qui m'a fait arrêter tout ça tant pour qu'il est présentable? Sans compter le rejet des carbones par le bateau, etc. C'est parce qu'il y a des produits nocifs dedans. Alors là, j'aurais attrapé mon cancer, je serais devenu diabétique, et les 8 € que je n'ai pas voulu payer, eh bien, je vais payer 800 € pour aller chez le médecin, chez le spécialiste qui va me donner rendez-vous dans 2 mois, etc. Je suis perdant. Donc, il ne faut pas réfléchir à court terme, il faut réfléchir à long terme, à moyen et à long terme. Et tous ces films nous donnent des illustrations très intéressantes qui montrent que choisir de privilégier des consommations venant d'un lieu précis, et circuit court, voilà, c'est ce qu'on dit, dont on peut vérifier la qualité nutritive et l'absence de produits toxiques, c'est quelque chose qui nous sert à tous. Et si ce mouvement-là s'amplifie, c'est une agriculture alternative qui se développe, qui peut intéresser de nouvelles vocations, parce qu'ils sont fiers de savoir la qualité de ce qu'ils produisent, l'attente qu'il y a chez le consommateur et les revenus qui suivent. Donc, on va organiser une consommation d'après cette réflexion-là. Et puis, il y a encore la question de la prévision des catastrophes naturelles. Ça, c'est bien manger, il ne faut pas être malade, etc. Mais vous pouvez vous informer pour voir ce qui se passe dans l'agriculture aujourd'hui au niveau mondial. Le dérèglement climatique fait qu'il y a de grandes périodes de sécheresse. Ensuite, qu'il y a de grandes inondations. Vous avez vu ce qui se passe en Asie ces jours-ci, qui détruisent toutes les récoltes. Et alors, à ce moment-là, c'est rien qui panie. Les crises alimentaires vont s'accélérer avec des famines de masse. Alors, pour l'instant, on les voit en Afrique, etc., sauf dans les pays qui commencent à prendre leur souveraineté. Donc, nous devons avoir une réflexion sur l'avenir de l'agriculture. Et c'est là que le film sur les semences est intéressant. Parce que vous savez que les criminels, les voyous des multinationales détruisent les semences vernaculaires, je l'ai dit tout à l'heure, et imposent des semences modifiées qui ne poussent qu'une fois et qu'il faut acheter au prix cher. Alors, quand il y aura toutes ces catastrophes climatiques-là, oui, les multinationales ne vont accepter de vendre leurs semences que pour les pays qui peuvent payer. Les gens qui peuvent acheter des semences chaque année vont subsister, mais c'est les plus riches. Mais tous les autres petits paysans qui ne pourront pas avoir accès à ces semences-là, même si elles sont nocives, ils vont crever et la population va crever de faim. Donc la question des semences, c'est une question stratégique. Il y a des organisations mondiales qui travaillent sur ça, comme VIA Campesina, qui regroupe des millions de paysans dans tout le monde. Il y en a moins large qui le font sur la protection des semences. Stratégiquement, toute personne qui aime son pays, que ce soit des élus, que ce soit des coopératives de paysans, que ce soit des associations de consommateurs, doit accompagner le mouvement de recherche et de collecte
des semences traditionnelles. Dans l'un des films, on montrait que dans certains pays, je crois que c'est au Liban, dans la plaine du Béka, au Liban, les gens recherchent les semences qui étaient utilisées il y a 8000 ans dans leur région. Parce qu'elles sont indestructibles. Parce qu'elles résistent à toutes ces maladies qui arrivent là, qui détruisent les plantations entières dans les monocultures. Et ils les diffusent. Eh bien, nous, en Martinique, arrêtons de pleurer sur des colonialistes qui nous haïssent. Mettons-nous ensemble pour dire, c'est l'année des semences. Allez chez tous les gens que vous connaissez, allez chez votre grand-père que vous n'allez plus voir depuis longtemps. Pas seulement pour lui demander des semences, mais pour tisser le tissu social entre autres, mais pour dire, mais qui manière, qui plante, qui variété, qui ça faut qu'on mette une bolotte pour que en plante empêcher les parasites venir. Il y a un savoir-faire immense, notamment en Haïti, mais chez nous aussi, un savoir-faire immense, une connaissance qui fait que les gens savent quelle plante planter près d'une autre pour que les ennemis des cultures ne puissent pas venir. Pas qu'à dépenser l'argent, les pesticides, ou qu'à protéger, respecter la biodiversité. Donc, Martiniquais, Martiniquaises, il nous faut poser la question de l'agriculture et la question des semences. Aujourd'hui, parce que quand les crises alimentaires se multiplieront, comme les changements climatiques, les tempêtes, d'ici 5-10 ans, eh bien, on pourra dire, nous avons notre banque de semences. La CTM a financé, c'est un vœu pieux pour l'instant, mais au lieu de dire, ah, chez les Noirs, faisons de sorte que des gens allaient la CTM avec des pressions populaires, aucun résultat, pour financer une banque de semences traditionnelles protégées. Il y a des grands pays industrialisés, ils ont ça chez eux. Des semences dans des lieux protégés, là, prêtes à être distribuées dans un moment de crise. Honnêtement, qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Mais quand on parle d'indépendance, c'est ça l'indépendance. Nous prenons l'indépendance, nous, indépendance alimentaire. Donc, conduisant à l'autosuffisance. Mais ne serait-ce que la recherche des semences, le stockage, la diffusion de ces semences-là. Alors vient ensuite la question de l'éducation. En matière de goût, ce qu'on mange, les enfants, maman, achète une pizza, allons au McDo, etc. Mais pourquoi? C'est parce que c'est ce qu'ils voient à la télé. C'est parce que c'est les gens qui ne peuvent plus passer leur temps dans leur cuisine à cause du travail ou autre, achètent fast-food, nourriture rapide, c'est plus facile, etc. Mais ça leur donne des maladies, obésité, maladies cardiaques, etc. Si nous aimons nos enfants, on dit, oh, il y a un problème là. Il faut changer notre alimentation. C'est notre alimentation qui est première responsable dans les maladies que nous avons. Comment faire? Il faut changer, revenir à des pratiques. Et c'est là que vient l'éducation. Parce que nos parents faisaient des plats, des compositions correspondant à l'année. C'était un repas de viande par semaine, le dimanche, mais qui était équilibré et qui faisait que nous tenions des noms vaillants, costauds, plus résistants aux maladies. Eh bien, nous, parents, nous, adultes, devons dire, bon, tâchons d'éduquer nos enfants. Quand l'enfant fait quelque chose de bien, interdisons-nous de lui dire, ah, je vais t'emmener au McDonald's. On va fêter ton anniversaire au McDonald's pour la fête. Ce n'est pas un cadeau qu'on lui fait. Mais si papa, je dis papa et maman, pendant que l'enfant est tout petit,
Disent, hé, on va faire un ragoût de cochon à l'ancienne là. Noël Cavini, viens voir comment on fait. Ouais. N'oublie pas, va prendre ça pour moi, etc. Premièrement, l'enfant voit des rapports amoureux avec ses parents. Deuxièmement, il acquiert un savoir-faire. Et il reste dans la tradition. Et il apprend à se débrouiller. Au lieu de lui dire, hé, si tu es sage, je vais t'emmener à... Bon, je ne fais pas de contre-publicité à tel endroit pour faire ces gébailles là, popo. Si tu es sage, je vais t'emmener avec moi dans mon jardin. Ah! Regarde comment maman fait, regarde comment papa fait. Mais nous n'avons pas idée de l'impact psychologique que ça a sur les enfants. Alors, évidemment, les enseignants, rien ne nous empêche de faire des textes sur l'alimentation martiniquaise. Rien ne nous empêche à l'école. C'est l'administration française qui nous impose des programmes aliénants. Oui, il faut étudier pour qu'ils réussissent à l'examen, mais rien ne nous empêche de faire lecture vocabulaire à côté d'un texte sur la vie d'un paysan de Saint-Esprit que nous avons visité la semaine dernière dans la classe. Donc il nous faut nous désaliéner et puis nous mettre au travail pour éduquer les enfants, changer leur goût. Goûte ça. Il ne faut pas être intégriste dans l'affaire. Il y a des gens qui disent, ah non, c'est pas carreau, fruit à pain, pas cabaïche, mais non! Il y a une transition, tu dis, bon, nous avons fait un petit purée fruit à pain, nous avons agrémenté ça, nous avons présenté ça, nous avons dit, goûte ça. Maman, c'est bon, hein? Même du fruit à pain, on pas télé. Ah bon? Enfin, on a déjà un tas d'expériences où on montre que l'éducation, c'est la base de la transformation. Mais pour éduquer Timamay là, il faut que nous-mêmes j'aille éduquer. Il faut que nous nous mettions en cause. Pour dire, mais finalement, ça fait copier moun, ça fait comme tout le monde là, ça va foutre nous dedans. C'est ça qui fait mon pas du travail en réel. Parce que si le métier est bien rémunéré, l'enfant ira. Si le métier est considéré, l'enfant voudra y aller. Et il y a déjà un mouvement de jeunes qui retournent à l'agriculture qui montre que c'est possible. Et alors, il y a, j'ai parlé de la liaison entre les catastrophes à venir et la nécessité d'avoir un plan. Il y a une question à voir que nous n'avons pas l'esprit d'organisation. Sociologiquement, historiquement, cela s'explique. Quand un peuple a été esclavagisé, quand il a été soumis à une dictature des suprémacistes blancs dans tous les domaines, quand on lui oblige à faire des choses, la rébellion psychologique se construit. On n'aime pas l'organisation. Surtout que quand on va dans l'organisation et puis on voit que c'est le même schéma de domination, le chef du parti politique qui crie, le directeur qui crie, etc., on n'aime pas l'organisation. Mais ce qu'il nous faut comprendre à présent, c'est que sans organisation, on ne peut pas mener une guerre contre une armée qui vous trucide. Donc il faut s'organiser, mais à la base, sur nos propres coupes, notre propre coupe. Il faut c'est pas venir par moi l'autre, mais Gérard, Émile, Fabienne, venez là, nous allons parler, nous allons faire ça. L'organisation peut être contrôlée par le peuple. C'est ce qu'il faut. Parce qu'il y a beaucoup de Martiniquais qui font des choses extraordinaires. Mais ils ont tout seul. La casse a crasé, il n'y a pas de concurrence. La banque a démenti yo. Alors, il y a des initiatives qui tiennent, bravo au gars pays, bravo le mana, bravo, etc. Mais on a un ennemi qui nous surveille, qui met des normes, qui nous contrôle. Donc, il faut une administration alternative populaire. Il faut s'organiser, se concentrer pour dire que décidons-nous de faire pour les semences, que décidons-nous de faire pour la diffusion. Ah bon, Bétia, il est bas moins 20 € pour un kilo, comme ça. Bon, l'administration nous a démarché, on prend 2 mois, on démarche tous les restaurants. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre tant de kilos? On monte notre circuit. C'est ça l'administration
Nous sommes capables de le faire. Donc, nous vous invitons à réfléchir à cette donnée-là, à avoir l'urgence de porter des réponses et à agir activement. Nous avons peur qu'on nous couillonne. Il y a des gens qui ont monté des coopératives qui ne sont pas sérieux. Mais nous n'y tête nous quitte à nous. Hein. Là, nous faire bagaille, nous faire un autocontrôle, nous n'avons pas bon, nous avons fait pendant le service avant. Nous mettons nos règles pour nous assurer que nous gardons le pouvoir. C'est pour ça que tous ceux qui vont venir dire manquez fait bazot, je vais faire pour le peuple. Si vous n'avez pas encore fait, le peuple ne peut pas coûter. Si vous avez deux bagailles là, et puis le peuple qui a participé sans commander, mais qui a porté ça, très bien, c'est ça nous besoin pour lui. Et puis voilà, donc globalement, c'est les commentaires de déconstruction que je voulais faire à partir des films. Je vous invite à aller taper dans les moteurs de recherche Internet Festival alimentaire. A-L-I-E-M-E-N-T-E-2-R-E. Pas terre comme alimentaire, manger. Alimentaire de la terre. Allez taper. Vous allez voir les possibilités de contact parce qu'il y a le festival chaque année, mais il y a des possibilités de choisir parmi tous ces films, tous ces documentaires et organiser des réflexions, des rencontres dans les associations, dans les syndicats, etc. Ce sera un plus. Et puis pour terminer, chez nous-mêmes, nous avons des gens qui travaillent. Mais marchons vers eux, échangeons avec eux. Je ne terminerai pas sans vous dire que les comités populaires qui, pour nous, ont ce rôle-là de préparer les dynamiques de pouvoir à la base, eh bien, ils tiendront leur assemblée générale dimanche en 15, donc dans 15 jours. Vous serez tous et toutes les bienvenus pour entendre le bilan de leur travail et les propositions qu'ils font pour notre pays. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Donc, voilà.